passer à Madame Odile Boutou-Kampf du département santé-travail du l'IVS qui va vous parler de nanomatériaux et de travailleurs. C'est juste la diapositive de titre, donc on va débuter comme ça. Donc bonjour à tous. Donc je vais effectivement vous présenter un dispositif de surveillance qui présente la particularité d'avoir été conçu pour permettre la surveillance de risques sanitaires suspectés, mais qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, qui sont donc les risques sanitaires potentiels liés à une exposition professionnelle aux nanomatériaux. Alors, comme vous ne le voyez pas, ce dispositif de surveillance, on l'a baptisé EpiNano, pour épidémiologie des nanomatériaux. Il est développé au sein du département santé-travail de l'Institut de veille sanitaire et donc au sein plus particulièrement de l'unité population et travail. Nous sommes maintenant une petite équipe à travailler sur ce sujet composée d'épidémiologistes et d'hygiénistes industriels. Alors, juste quelques éléments permettant de comprendre pourquoi les nanomatériaux sont très particuliers, très spécifiques. En fait, ils ont des propriétés nouvelles qui sont liées à la diminution de la taille des particules ou des objets. Donc là, sur le graphique de droite, vous avez une représentation du pourcentage de molécules en surface des particules en fonction de la taille des particules. Et on voit que plus la taille des particules diminue et plus le pourcentage de molécules en surface augmente. C'est une courbe qui est exponentielle et c'est autour de 100 nanomètres, à partir de 100 nanomètres, que cette augmentation du pourcentage de molécules en surface est particulièrement importante. Ceci conduit en fait à une prépondérance des effets de surface sur les effets de masse, avec l'apparition de propriétés physiques et chimiques nouvelles, qui sont pour certaines tout à fait intéressantes sur un plan industriel. Mais qui dit propriétés physiques et chimiques nouvelles, dit également propriétés biologiques nouvelles. Alors quelque chose qui revient toujours un petit peu dans cette problématique, ce sont également les phénomènes d'agrégation et d'agglomération. C'est-à-dire que les nanoparticules primaires ou les nano-objets primaires ont une taille nanométrique inférieure à 100 nanomètres, mais de façon quasiment immédiate, au moment de la production, elles vont s'agréger ou s'agglomérer pour former des particules de taille supérieure, mais qui conservent une nanostructure et donc les propriétés physiques et chimiques et biologiques propres à leur structure nanométrique. Alors, je voulais juste redonner quelques exemples d'utilisation des nanomatériaux qui sont réels, qui se voient aujourd'hui. C'est d'abord l'incorporation de dioxyde de titane nanométrique dans le béton. Le dioxyde de titane nanométrique acquiert, grâce à la diminution de sa taille, des propriétés photocatalytiques. Et donc, sous l'action du rayonnement solaire, il va dégrader les salissures qui peuvent se déposer sur le béton ou dépolluer, c'est-à-dire dégrader les composants, notamment NO2 ou SO2 de l'atmosphère, d'où des propriétés à la fois donc auto-nettoyantes et dépolluantes. Autre exemple dont on parle beaucoup, c'est l'incorporation de nanoparticules d'argent dans les textiles, notamment dans les chaussettes, ce qui leur confère des propriétés bactéricides et anti-odeur. Enfin, l'exemple des nanotubes de carbone, qui sont incorporés par exemple dans les raquettes de tennis pour leur conférer à la fois solidité, légèreté, etc. Alors au niveau du contexte politique et social, je crois qu'on est vraiment à un tournant industriel majeur, c'est-à-dire que l'industrie de demain sera sans doute nanotechnologique. Donc il y a des évolutions très très rapides et des intérêts économiques mobilisés qui sont très importants. Alors cet essor industriel s'accompagne d'interrogations sur les risques éventuels pour la santé humaine, à la fois au sein de la communauté scientifique, bien sûr, mais également des pouvoirs publics. C'est notamment ce qui a généré la demande faite par la Direction générale de la santé et la Direction générale du travail à l'Institut de veille sanitaire de mettre en place un dispositif de surveillance épidémiologique des travailleurs qui seraient potentiellement exposés aux nanomatériaux intentionnellement produits. Alors juste, bien sûr, les travailleurs sont en première ligne en matière d'exposition aux nanomatériaux. Ils sont sans doute plus exposés que la population générale et exposés à des niveaux sans doute plus élevés et plus homogènes. Et c'est pour ça qu'on commence toujours par étudier les travailleurs, mais bien sûr, les interrogations sur les risques éventuels pour la santé humaine portent aussi sur la population générale.
Je voulais citer également la loi du 12 juillet 2010 qui porte engagement national pour l'environnement, qui est issue du Grenelle 2 de l'environnement et qui, dans un de ses articles, prévoit l'obligation de déclaration par les fabricants, les importateurs et les distributeurs de nanomatériaux, aussi bien en termes d'identité, de quantité, d'usage. Et ils ont également comme obligation la déclaration de leurs entreprises clientes. Alors, les décrets et les arrêtés d'application sont parus et cette déclaration est obligatoire depuis le 1er janvier 2013. Donc, aux dernières nouvelles, il y aurait une douzaine d'entreprises qui auraient déclaré l'importation, la distribution ou la fabrication de nanomatériaux et plus de 200 dossiers en cours. Il y a également une inquiétude qui se fait jour dans la population générale. Il y a notamment autour du site Minatech de Grenoble alors ce n'est pas des associations, c'est des groupes, des opposants aux nanotechnologies qui réclament un moratoire sur les nanotechnologies. Alors, pour en revenir à notre dispositif de surveillance, donc quand on a commencé à travailler sur ce sujet-là en 2008, pour construire un dispositif de surveillance, il fallait qu'on puisse répondre à ces différentes questions. D'abord, qu'est-ce que c'est que les nanomatériaux? Qui sont les entreprises concernées et les travailleurs exposés? Comment évaluer leur exposition? Et quelles pathologies surveiller? Alors, comme vous allez le voir, nous n'avons encore aujourd'hui que très partiellement répondu à l'ensemble de ces questions. Alors, au niveau de la définition des nanomatériaux, donc je pense qu'on a quand même maintenant un arsenal de définitions qui commence à émerger. Là, je n'en ai retenu que 3. La définition de nano-objet, qui présente donc 1, 2 ou 3 dimensions externes approximativement comprises entre 1 et 100 nanomètres. Et selon leur forme, on parlera donc de nanoparticules, de nanofibres dont font partie les nanotubes de carbone et de nanofilms. Alors, il y a une définition récente des nanomatériaux qui émane de la Commission européenne. Alors là, c'est une définition qui est encore un petit peu compliquée, qui ne lève pas, de mon point de vue, toutes les ambiguïtés. Simplement, elle a quand même le gros avantage d'inclure à la fois les particules nanométriques primaires, mais également les agrégats et les agglomérats. Donc, pendant longtemps, certains industriels réfutaient l'utilisation de nanoparticules du fait de ces phénomènes d'agrégation et d'agglomération. Là, au moins, ça a le mérite d'être clair. Et puis, donc, juste citer les particules ultra-fines qui partagent en fait avec les nanoparticules des mêmes caractéristiques de taille, mais qui sont produites de façon non intentionnelle, essentiellement par les mécanismes de combustion. Alors, cette diapo pour vous montrer toute la diversité de ce qu'on appelle nanomatériaux, puisqu'on a à la fois des matériaux qui sont nanostructurés en volume, qui peuvent avoir par exemple une nanoporosité, une nanocristallinité, des nanomatériaux qui sont nanostructurés en surface, par exemple qui auraient un nanorelief, et puis on a les nano-objets en tant que tels, soit sous forme d'aérosol, soit sous forme de poudre, et également des matériaux qui incluent des nano-objets, donc soit des suspensions liquides, soit des nano-objets liés à la surface d'un matériau solide, soit incorporés dans un matériau solide. Et donc à cette grande diversité de nanomatériaux correspondent effectivement une grande diversité de circonstances d'exposition des travailleurs. Alors, qui sont les entreprises concernées? Alors là, on n'a toujours pas de panorama complet pour répondre à cette question-là. Jusqu'à présent, l'étude la plus complète était sans doute l'étude de filière de l'INRS qui avait permis de repérer 20 entreprises productrices en France de nanomatériaux et 36 secteurs d'activité potentiellement utilisateurs de nanomatériaux. Alors, cette étude a été poursuivie dans 5 secteurs industriels qui sont énumérés sur cette diapositive, de façon exhaustive auprès de l'ensemble des entreprises. Et même si les résultats ne sont pas publiés, on sait que pour des nanomatériaux un petit peu anciens comme le noir de carbone ou la silice amorphe, on aurait plusieurs milliers de travailleurs potentiellement exposés aux nanomatériaux. Pour le dioxyde de titane qui est plus récent, on en aurait à peu près 1000 dans ces 5 secteurs d'activité. Pour les nanotubes de carbone, il y en a beaucoup moins, c'est vraiment anecdotique. Alors, on compte beaucoup sur la déclaration obligatoire des nanomatériaux pour avoir une meilleure idée des entreprises
qui produisent ou utilisent des nanomatériaux en France, et c'est l'ANSES qui est le récipiendaire de cette déclaration obligatoire. Alors, l'évaluation des expositions, elle reste encore aujourd'hui difficile en routine, notamment dans le cadre d'un dispositif de surveillance, particulièrement du fait de la remise en cause de la métrique traditionnellement utilisée en hygiène et sécurité du travail, qui est celle de la concentration en masse, au profit de la concentration en nombre, voire mieux, la concentration en surface. Donc on voit bien que les nanoparticules, elles ont quasiment pas de poids. Par contre, elles sont très nombreuses et elles ont une surface spécifique très développée. Et puis, alors, le gros problème de ces méthodes de mesure de la concentration en nombre ou en surface, c'est qu'elles sont non spécifiques et qu'elles incluent également le bruit de fond ambiant, en particulier ultrafine. Alors, quelle pathologie surveiller? Donc, la principale source d'information, c'est quand même les études toxicologiques. Alors, il y en a des milliers et des milliers. Donc, j'ai essayé de résumer en une diapo les principaux résultats de ces études toxicologiques, mais je ne prétends pas avoir une vue d'ensemble dessus. Donc, il y a avant tout un passage documenté des nanoparticules au travers d'un certain nombre de barrières de l'organisme, essentiellement la barrière alvéolo-capillaire. Donc, une fois que les particules sont inhalées et atteignent les alvéoles pulmonaires, elles vont donc pénétrer dans l'interstitium pulmonaire, puis dans la circulation sanguine, et ensuite pouvoir diffuser dans différents organes du corps humain. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de translocation. Il y a également une voie d'accès assez préoccupante des nanoparticules dans l'organisme, qui est le passage transneuronal. Les particules les plus fines, comme elles ont très peu de poids, elles vont se déposer également au niveau des voies respiratoires supérieures, notamment de la muqueuse nasale, et elles vont pouvoir se transporter le long des axones des nerfs olfactifs jusque dans le bulbe olfactif et dans les structures cérébrales. Et puis bien sûr, ces nanoparticules, elles traversent les membranes cellulaires et la membrane nucléaire. Alors, on a des effets cancérigènes qui ont été démontrés chez l'animal, avec le dioxyde de titane et le noir de carbone notamment. Alors, les nanotubes de carbone ont une similitude de forme avec les fibres d'amiante. Elles sont également biopersistantes et elles pourraient être à l'origine de mésothéliome de la plèvre, tout comme l'amiante. Alors, les mécanismes d'action physiopathologique qui sont documentés dans ces études, c'est avant tout l'inflammation et le stress oxydant. On trouve également des effets génotoxiques primaires ou secondaires via des mécanismes d'inflammation chronique. Et puis également, ce qui est très décrit dans la littérature toxicologique, c'est également la formation de couronnes de protéines. C'est-à-dire que dès que les nanoparticules entrent en contact avec un fluide biologique, elles vont s'entourer d'une couronne de protéines. Et donc cela va leurrer le corps humain et c'est sans doute ce phénomène qui explique en partie le passage à travers les barrières de l'organisme. C'est ce que les toxicologues appellent un effet cheval de Troie. Alors également dans toutes ces études, on voit que la toxicité dépend d'un grand nombre de paramètres physiques et chimiques, que ce soit la composition, la taille, le niveau d'agrégation et d'agglomération, etc. Alors, on a d'autres études dont on peut s'inspirer pour repérer les pathologies que l'on doit surveiller, notamment les études épidémiologiques sur la pollution atmosphérique particulière, sur les fumées de soudage, et puis sur des matériaux anciens comme le noir de carbone ou le dioxyde de titane qui ont donné lieu à des études épidémiologiques. Et puis, on a quelques études expérimentales chez l'homme, essentiellement sur les effets aigus. Alors, donc là, on est vraiment sur quelle pathologie surveiller. Ce ne sont pas les risques sanitaires qui sont liés à une exposition aux nanomatériaux. On n'en sait rien aujourd'hui, mais les nanoparticules seraient susceptibles d'atteindre différents organes ou appareils du corps humain et générer des pathologies aussi diverses que des maladies neurodégénératives, des pathologies cardiovasculaires, des pathologies pulmonaires type asthme ou BPCO, des pathologies auto-immunes, des maladies inflammatoires, etc. Le spectre de surveillance des effets sanitaires est forcément large. Alors, quels sont les principaux éléments qui nous ont aidés à construire le dispositif de surveillance tel qu'on le propose aujourd'hui? Alors, d'abord, il y a quand même clairement des dangers identifiés chez l'animal et il est quand même pertinent de se mettre en position de veille sur cette thématique. C'est des expositions émergentes et donc le suivi doit être prospectif.
Comme vous l'avez vu, les cibles sanitaires sont potentiellement nombreuses. Donc l'étude de cohorte est la plus adaptée et il va falloir prévoir un suivi sanitaire généraliste avec, de notre point de vue, la nécessité d'utiliser des bases de données, des données de santé existantes et ne pas créer notre propre recueil de données. Alors, les incertitudes, elles sont nombreuses, aussi bien en termes d'évaluation des expositions que de risques sanitaires éventuels, etc. Et donc, il faut travailler par étapes. Il nous semble qu'il faut travailler par étapes sur ce sujet-là. Il y a un petit nombre de travailleurs potentiellement exposés par entreprise. Donc, la surveillance doit être multi-entreprise. Bon, je vais me dépêcher un petit peu. La grande diversité des nanomatériaux et les divergences d'interprétation de la définition nous ont amenés à proposer de travailler sur les personnes produisant ou manipulant des poudres de nano-objets uniquement, incluant les formes agrégées et agglomérées. On voit que les définitions récentes intègrent aussi cet aspect-là. Et nous avons décidé de commencer à travailler sur les nanotubes de carbone d'une part, le dioxyde de titane nanométrique d'autre part. Et puis ce qu'on s'est bien rendu compte, c'est qu'il y avait des difficultés d'accès aux entreprises. Et nous avons décidé d'accéder aux entreprises via les médecins du travail, via les services de santé au travail. Et les médecins inspecteurs régionaux du travail pourraient avoir un rôle facilitateur pour entrer dans le service de santé au travail et secondairement dans l'entreprise. Donc les objectifs d'Epinano, c'est bien sûr d'exercer un suivi généraliste de la santé des travailleurs exposés aux nanomatériaux, plutôt sur le long terme, on se positionne sur un dispositif pérenne, et de permettre secondairement, à partir de cette infrastructure, la mise en place d'études de recherche explorant des hypothèses spécifiques. Alors, le protocole général, je vous l'ai dit, on l'a conçu par étapes, avec la première étape qui consistera à créer un enregistrement de travailleurs potentiellement exposés, donc qui est un enregistrement qui sera ouvert, il pourra s'enrichir au fur et à mesure de nouveaux travailleurs. En termes d'évaluation de l'exposition, on prévoit dans une première étape d'évaluer le potentiel d'exposition, ce qui nous permettra de définir des critères d'inclusion dans notre enregistrement, et une évaluation qualitative ou semi-quantitative de l'exposition dans un premier temps. On ne va pas se lancer dans de la quantification. Enfin, en termes de suivi sanitaire, dans un premier temps, il sera assuré via des autoquestionnaires, un autoquestionnaire à l'inclusion et un suivi par autoquestionnaire tous les 2 ans. Et puis, on aura tout ce qu'il faut pour faire des analyses de mortalité. Alors, ça n'est pas suffisant, d'où la seconde étape où on se donnera les moyens d'évaluer quantitativement l'exposition et puis d'exercer un suivi sanitaire via l'interrogation des bases de consommation de soins de la sécurité sociale. Également en valorisant les données de santé collectées en routine par la santé au travail. Voilà. Et puis les étapes ultérieures pourraient être de proposer un examen de santé standardisé à nos travailleurs et de créer éventuellement une biotech. Alors je suis un petit peu en retard. Donc, sur l'évaluation de l'exposition, le principal outil, ce sera de créer une matrice post-exposition spécifique de chaque établissement qui sera inclus dans notre étude, avec donc des indices d'exposition qui seront des probabilités d'exposition et des fréquences d'exposition dans un premier temps. Donc, une approche tout à fait non instrumentale, et puis par la suite des intensités d'exposition basées sur des campagnes de mesure. Donc, bien sûr, il faudra qu'on relève l'exposition à d'autres nuisances. Alors, où en est-on? Donc, on a élaboré le protocole de notre première étape, qui est l'enregistrement de travailleurs exposés aux nanomatériaux, les différents outils nécessaires, questionnaire entreprise, questionnaire d'inclusion, lettre d'information des travailleurs, formulaire de refus. Nous avons eu l'avis favorable du CCTIRS et on pense pouvoir débuter l'enregistrement des travailleurs en septembre après l'avis de la CNIL. Alors, c'est un projet avec des partenariats multiples. En France, notamment avec l'ANSES, donc, qui est dépositaire des déclarations obligatoires, avec l'inspection médicale du travail et les médecins inspecteurs régionaux du travail pour faciliter l'accès aux entreprises, et avec tous les organismes qui réalisent de la métrologie des aérosols de nanoparticules en France, donc l'INRS, l'INERIS et le CEA. Alors en Europe, à l'échelle internationale, on commence à voir apparaître quelques études sur les effets à court terme, études transversales ou études de panel, voilà. Et puis, donc, il y a cette prise de conscience de la nécessité de se coordonner et de standardiser les protocoles de recueil de données pour permettre secondairement des analyses groupées et avoir plus de puissance statistique.
Donc en conclusion, juste 2 mots pour dire qu'on est donc dans un dispositif de surveillance épidémiologique qui se positionne en amont de la recherche. Donc c'est quand même une posture nouvelle en matière de surveillance des risques professionnels en France. Donc on a conçu le dispositif de surveillance de façon à ce qu'il soit évolutif pour tenir compte des incertitudes nombreuses du sujet. Et puis il nous faut la collaboration des entreprises, c'est vraiment indispensable. Alors, je voudrais juste parler de la complexité croissante des nanomatériaux. Il y a vraiment une manipulation de ces nanoparticules à l'échelle nanométrique, avec des traitements de surface, des greffes de groupements fonctionnels, des compositions chimiques hétérogènes, etc. Et c'est vrai que ce que je crains un petit peu, c'est qu'on ait un manque d'homogénéité de l'exposition des travailleurs et qu'avec les outils épidémiologiques, il soit à un moment donné difficile de voir quelque chose. Voilà, merci. Bon, nous avons le temps pour 1 ou 2 questions, s'il y a vraiment des questions brûlantes, parce que là, on a été exposé à un retard pour l'instant. Je suis désolée. C'est toujours difficile de faire tenir cette thématique sur 10 à 15 minutes, j'en suis désolée. Bon, si on n'a pas, je vais en poser une moi-même en espérant que je vais la faire courte, avec une réponse courte. Prenons les maladies cardiovasculaires qui sont dans votre liste, quelle taille de cohorte faudrait-il pour voir un excès significatif de risque de l'exposition nano ? Alors pour l'instant, on n'a pas traité ces histoires de puissance statistique. On est vraiment dans un dispositif de surveillance. On ne sait pas exactement combien de travailleurs on pourra potentiellement inclure dans notre cohorte. Pour faire des études sur les effets à court terme basés sur des biomarqueurs d'effets ou sur des événements sanitaires infracliniques, 50 à 100 travailleurs pourraient être suffisants. Voilà. Pour l'instant, on ne s'est pas projeté dans ce genre de calcul. Merci.